Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'incorporation du Xinjiang au territoire chinois, avant la fin de l'URSS. Chapitre 1. La mise en place du corps de production et de construction du Xinjiang. Le Xinjiang constitue, tant pour la Chine que pour son voisin la Russie, une terre de convoitise, aux ressources naturelles importantes et à la situation géographique stratégique. La Chine, en s'emparant du Turkestan oriental, se dépêche de le coloniser et de le siniser pour que celui-ci fasse partie intégrante de son territoire. Mais la région n'est alors pas une terre vierge, et sa longue conquête dure du IIe siècle avant l'ère chrétienne jusqu'en 1949 avec l'avènement du gouvernement communiste chinois. En 1954 naît un système qui exerce encore aujourd'hui une véritable pression sur les natifs de la région. Le corps de production et de construction du Xinjiang, le CPCX. Ainsi, ces trois caractères fondamentaux du Xinjiang communiste, sa multinationalité, sa construction économique et son voisinage, ne sont pas indépendants les uns des autres. 1. Un contexte historique particulier. Dès le IIe siècle avant l'ère chrétienne, les Chinois de la dynastie des Hans pénètrent dans la région et y installent des colonies militaires. L'idée sera reprise par les pouvoirs chinois au cours des périodes ultérieures. C'est à cette époque que les soldats et les exilés commencent à conquérir les régions de l'Altaï, du Pamir, de Kashgar, du bassin du Tarim, de Yarkand et de Korla. Ces colonies pourraient être considérées comme les ancêtres des corps de production et de construction du Xinjiang, mis en place en 1954 par le gouvernement chinois pour garder la main mise sur la région. Mais dès la chute des Hans, les barbares reprennent le contrôle de ces zones. Sous la dynastie des Sui, 589 à 617, puis celle des Tang, 618 à 907, s'installent des gouvernements militaires qui perdent rapidement le contrôle de la zone dès le 8e siècle au profit des Tibétains puis au profit des Ouïghours. On assiste à une turquisation progressive et continue de la population de la région à partir du 5e siècle après l'ère chrétienne, mais la région n'est complètement turquisée qu'à partir du XIIIe siècle par les Turcs Tujus. Dans les textes datant des XIIe et XIIIe siècles, le bassin du Tarim est baptisé Turkestan, et c'est à la fin du XIXe siècle que des anthropologues constatent que la population parle une langue d'origine turque et combine dans sa culture des éléments indo-européens et turcs. Les Ouïghours, qui appartiennent aux tribus Ogons de l'Orkhon en Mongolie, succèdent aux Tujus. Le Khanat ouïghour, royaume de l'époque, s'étend alors depuis l'Altaï jusqu'en Mandchourie et au sud du désert de Gobi et étend son influence culturelle sur la région dénommée actuellement Xinjiang. Le manichéisme devient la religion officielle et suite à la défaite face aux envahisseurs kirghizes, les Ouïghours émigrent vers le Xinjiang qui devient le royaume des Ouïghours occidentaux. Ils se sédentarisent près des oasis et se mélangent à la population indo-européenne locale. Les religions pratiquées qui cohabitent en harmonie sont le manichéisme, le bouddhisme, fortement ancré dans la région, et le christianisme nestorien. L'islamisation progressive au XIIe et XIIIe siècle se fait à partir de la première dynastie islamique turque des Karakhanides qui s'oppose fortement aux bouddhistes du Sud, dans la ville de Kashgar. L'islam fait de nouveau face au retour du bouddhisme sous la dynastie Karakhitaï, 1124 à 1211, à laquelle succèdent les Mongols qui conquièrent l'ensemble des bassins du Tarim et de Djungari en 1218. Les Ouïghours se soumettent alors aux Mongols, et c'est sous la dynastie des Djaratèdes que la conversion à l'islam s'opère définitivement. Les artisans de l'islamisation sont les cheikhs d'ordre soufi des Naqshbandis qui professent la bonne parole. Le bouddhisme persiste cependant jusqu'au XVIe siècle, surtout dans le sud du Xinjiang, mais les Ouïghours sont vite forcés d'absorber cette nouvelle société. Il est intéressant de remarquer que dans la mémoire collective ouïghour, cette période de l'histoire a été peu à peu transformée, modelée et romancée. Le chef charismatique des Ouïghours de la diaspora, président de l'Organisation des peuples non représentés à l'ONU, l'UNPO, parle ainsi de Ouïghours qui ont embrassé l'islam, de manière pacifique et volontaire. Au XVIe siècle, le Xinjiang et le royaume de Kashgar dans l'actuel Ganzhou constituent un territoire morcelé, séparé entre la domination des Djaratèdes au Xinjiang occidental, divisé en deux royaumes. Le Karakhanide et le royaume de Kaakojas, et les Ouaras, Mongols occidentaux installés en Djungari depuis un siècle et dominant le Xinjiang oriental.
Au XVIIe siècle, le pouvoir des Oirat grandissant dans la région menace la sécurité de la Chine. La dynastie Qing, alors maîtresse du pays, tente de conquérir ces territoires lointains. C'est au milieu du XVIIIe siècle que les Qing étendent définitivement leur pouvoir sur l'ensemble du Xinjiang. Ils contrôlent de manière directe la partie sud du territoire et établissent des colonies militaires et civiles au nord des montagnes du Tian Shan, au nord d'Urumqi. La conquête chinoise du territoire est alors définitive. Au XIXe siècle, un soulèvement de musulmans chinois met en péril la domination Qing sur la région. La zone est dirigée par Yaqub Beg qui fonde l'émirat de Kashgar. Son règne n'est qu'éphémère puisque le Xinjiang est rapidement reconquis par les Mandchous et érigé en 1884 en province de l'Empire mandchou. Dès lors, les Mandchous massacrent et asservissent les Turkestanais et c'est cette violente répression qui est à l'origine du mouvement séparatiste qui ébranle la région aujourd'hui encore. Il est difficile de retracer le parcours historique exact du peuple ouïghour tant les sources, si rares, divergent. Pour l'association ouïghour américaine, The Uyghur American Association, UAA, basée à Washington, la réalité historique varie sensiblement. Le royaume ouïghour du Turkestan oriental aurait maintenu son indépendance et sa prospérité jusqu'à l'invasion mandchoue. L'invasion mandchoue marque le passage d'une colonisation intérimaire, marquée par des discontinuités dans la domination de la région, à une colonisation définitive où le développement est beaucoup plus rapide et où la population chinoise, sous la domination Qing ou mandchoue, a doublé. Avant que le Turkestan oriental ne devienne une véritable terre chinoise, une province, celui-ci se nommait Xiyu, c'est-à-dire l'ouest de la Grande Muraille, aux contrées inhospitalières mais cultivables. La Chine s'empresse ainsi de coloniser et de siniser la région pour s'assurer que celle-ci, si précieuse, fasse partie de son territoire. Cette politique de colonisation destinée à stabiliser la région n'empêche pas les Turkestanais d'être à l'origine de nombreux soulèvements qui fragilisent l'influence Qing dans la région. La région n'est en effet pas encore une province chinoise mais une terre sous influence chinoise. C'est en 1884 que la région est définitivement intégrée au territoire chinois pour contrer les visées impérialistes de la Grande Russie. Elle est nommée Xinjiang, ce qui signifie « nouvelle frontière ». Une idée formulée par l'empereur chinois Qianlong en 1768. Cependant, à force de vouloir à tout prix intégrer cette véritable entité géopolitique à l'Empire chinois, les Qing ont créé une menace à l'intérieur de la Chine. Du début du XXe siècle jusqu'à l'établissement du pouvoir communiste en Chine en 1949, la situation du Xinjiang reste extrêmement trouble. La zone est en effet convoitée par les puissances voisines comme l'URSS qui fait du Xinjiang sa sphère d'influence privilégiée. Les gouverneurs chinois qui se succèdent dans la région exercent une entière mainmise et une autorité quasi autonome vis-à-vis du pouvoir central. L'influence politique et économique de Moscou est telle qu'entre 1944 et 1949, la République du Turkestan oriental contrôle une certaine partie du Xinjiang et jouit d'une semi-autorité tolérée par le Kuomintang. Les Soviétiques accordent alors leur assistance à Pékin pour que les Chinois se réinstallent dans la zone. Avec l'établissement définitif du pouvoir communiste chinois en 1949, appelé par le gouvernement chinois la libération pacifique, naît l'agitation des populations locales et l'affirmation d'une conscience ethnique et culturelle qui se développe tout au long du XXe siècle. La Seconde République du Turkestan oriental tombe sous la coupe de la Chine communiste après la mort de ses dirigeants dans un mystérieux accident d'avion, en route pour une réunion avec le président chinois Mao Tse-tung. Depuis, la Chine communiste exerce un pouvoir qualifié de colonial sur le Turkestan oriental pour que les Andes s'étendent aux autres nations leurs valeurs civilisatrices. Le Xinjiang est ainsi devenu un espace chinois, depuis la conquête de la dynastie mandchoue en 1757 à 1759. Autrefois marquée par des révoltes qui ont perturbé ses relations avec le centre, la région est solidement rattachée à la Chine depuis 1949. Ainsi l'emprise exercée par les communistes chinois sur la région à partir de 1949 changea la donne de manière drastique par rapport à ses prédécesseurs. Le pouvoir communiste adopta des mesures très strictes à l'encontre des Ouïghours. Cependant, alors que la conquête ou reconquête d'autres parties du territoire se fit sans grande opposition des minorités ethniques, le parti dut faire face au Xinjiang,
à une majorité islamique, non-Han, ne parlant pas le chinois et jouissant d'une autorité locale importante. Avec les années 1950, arrivent les transformations socialistes. La politique de Mao, fidèle à la doctrine marxiste-léniniste, considère que la question des minorités est une question de classe sociale, appelée à disparaître avec ces dernières lors de l'avènement du communisme. Le dirigeant chinois mène une politique de front uni pour associer toutes les minorités au Parti communiste PC, en doublant sa structure administrative dans les régions dites autonomes comme le Xinjiang. L'histoire des politiques des minorités en Chine a ainsi constamment balancé autour de cet axe depuis 1949, selon la rapidité avec laquelle on voulait que les minorités passent d'une phase à l'autre. Cette double politique, à la fois d'intégration des minorités et d'assimilation de ces dernières par la sinisation, se caractérise tout d'abord par la volonté de coopter des élites locales, comme Ismail Amat, un haut dignitaire ouïghour, ministre chargé des nationalités au Conseil des affaires. Très souvent, le responsable administratif appartient à la minorité ouïghour mais le dirigeant du parti, d'ethnie Han, demeure le véritable détenteur du pouvoir. Sur le plan culturel, l'encadrement reste étroit. Depuis 1949, le gouvernement chinois opère une réécriture des pratiques culturelles et religieuses minoritaires pour qu'elles soient conformes aux dogmes du régime. La culture minoritaire est ainsi fortement réprimée. Il y a donc une double stratégie politique à vouloir régler d'une pierre deux coups, la question de la minorité ouïghour, et de la sécularisation de cette région politiquement et économiquement stratégique. Le but est de limiter le désordre dans le pays. La conférence consultative du peuple chinois adoptée en 1949 cautionne et assoit la supériorité Han sur les minorités qui composent le territoire chinois. L'article 9 stipule qu'aucune partie de la Chine ne peut être séparée du territoire. Le gouvernement avalise ainsi l'oppression faite sur les groupes indépendantistes ouïghours. L'article 50 prévoit que la nationalité Han et le nationalisme local peuvent s'opposer, ce qui signifie que le gouvernement chinois considère la culture Han comme dominant les cultures des minorités nationales. L'article 51 annonce la mise en place de gouvernements locaux autonomes dans les régions peuplées totalement ou majoritairement de minorités ethniques. L'article 52 précise que toutes les nationalités chinoises disposent de droits égaux tels que la liberté de religion, de langue, de culture propre. Mais il n'est cependant pas spécifié de quelle manière ces droits sont respectés. Enfin, dans l'article 53, le gouvernement s'engage à fournir de l'aide à ces régions minoritaires. En réalité, le gouvernement central ne verse que très peu d'aide destinée principalement au développement économique de la région, assurée par une présence importante et par le contrôle du gouvernement central via l'Armée populaire de libération sur les affaires locales. Le 2 août 1952, Mao promulgue le Programme général pour la réalisation de l'autonomie régionale des minorités. Une autonomie qui concerne avant tout les régions peuplées par une ou plusieurs ethnies majoritaires. Le pouvoir serait ainsi divisé entre toutes les ethnies de la région de façon proportionnelle. Bien que l'ethnie majoritaire du Xinjiang soit les Ouïghours, il demeure un grand nombre d'ethnies, plus de 14 ethnies différentes à l'époque, d'où l'intérêt d'envoyer des colons Han dans la région de façon à ce que l'ethnie chinoise par excellence conserve un pouvoir de décision. La région autonome ouïghour du Xinjiang est proclamée en 1955. Elle se divise administrativement en préfectures et en comtés. La Constitution nationale prévoit en théorie l'organisation d'une milice locale, le développement de la culture locale, la promotion de la langue locale et le contrôle du budget local, ce qui est absolument impossible compte tenu du panachage ethnique du gouvernement local. Dès lors, l'APL et le PCC récupèrent tout naturellement le contrôle du pouvoir. Bien que la Chine se soit appuyée sur le modèle soviétique pour créer le système de gouvernement autonome, elle ne reste pas moins un État unitaire, centralisé, qui refuse d'adopter le fédéralisme et lui préfère un État multinational unifié où la supériorité Han n'est plus approuvée. L'objectif du CPCX, le corps de production et de construction du Xinjiang créé en 1954, est donc clair et répond aux problématiques que la Chine doit affronter dans la région.
sécuriser les frontières occidentales de la Chine afin de se préserver de l'influence soviétique et coloniser la région afin d'intégrer fermement et définitivement le Xinjiang à l'ensemble du territoire chinois. Ces deux objectifs se révéleront plus difficiles que prévu compte tenu de la spécificité culturelle des Ouïghours, majoritaires, et de la forte influence soviétique exercée depuis longtemps dans la région. 2. La mise en place du CPCX et la définition de ses enjeux. Au cours des années 1950, l'armée chinoise de la toute nouvelle République populaire de Chine chasse les bandits du Kuomintang dans les régions périphériques de la Chine et laisse des troupes de l'Armée populaire de libération, APL, qui installent dans la zone des fermes d'État. Cette politique adoptée par l'APL marque la volonté de transformer les soldats en paysans et en ouvriers, pour coloniser la région de Hans et assurer la sécurité des frontières de l'Ouest. C'est le corps de production et de construction du Xinjiang, Shengshan Dianshe Bingtuan, formé d'unités de paysans soldats qui est mis en place. Les années 1950 voient naître une forte mobilisation de l'APL dans la région, les soviétiques exerçant une influence sur la toute nouvelle RAOX bien trop grande aux yeux de Pékin. C'est pour ces raisons que Mao décide de créer en 1954 le corps de production et de construction du Xinjiang, le CPCX, un mélange ambigu de fermes collectives et de troupes stationnées aux frontières. Le CPCX est une véritable force civile et militaire implantée jusque dans les moindres recoins de la région et qualifiée de colonialisme interne. C'est une exploitation des ethnies minoritaires par l'élite urbaine au pouvoir qui contrôle l'accès et la distribution du capital. Le colonialisme interne constitue un paradoxe frappant et ironique étant donné que la Chine est construite sur une base anti-impérialiste. Alors que la plupart des nations ont perdu leurs territoires coloniaux, la Chine, en exerçant un pouvoir étendu sur le Xinjiang et en revendiquant la souveraineté de Taïwan entre autres, en gagne. Organisation civilo-militaire, le CPCX est établi sur des bases historiques spéciales. Pour consolider les frontières, accélérer le développement économique du Xinjiang, l'Armée populaire de libération focalise ses efforts sur la production et la construction en mettant en place des projets de grande envergure. C'est le double jeu de corps de construction et de production du Xinjiang. La Chine a en effet une tradition vieille de plus d'un siècle de développement et de protection des zones frontalières, où des troupes sont stationnées et cultivent la terre. Les efforts pionniers sont colossaux pour faire vivre le CPCX. Construit autour d'un réseau économique d'oasis, les populations locales se regroupant autour d'une oasis et s'identifiant à cette région, d'où le qualificatif de médiéval, par les Chinois Han, il est employé à développer un système industriel multisectoriel de haut niveau. Tout d'abord sous l'autorité du ministère de l'Agriculture puis sous la responsabilité du ministère des Fermes d'État et d'exploitation des fermes, le CPCX regroupe des unités de personnel militaire et s'occupe du développement de l'agriculture, de l'élevage, de la protection de l'eau, de l'irrigation, de l'industrialisation et du commerce. Les 200 000 hommes intégrés à ce corps se répartissent les tâches en 10 divisions, 5 composées de troupes de l'APL, 4 d'anciennes troupes du GMD et une de minorité nationale. Le fonctionnement complexe et peu identifiable est difficile à résumer clairement, tant les documents en explicitant le mécanisme sont rares et peu lisibles. Cependant, sa complexité nous aide à comprendre en quoi le CPCX est une véritable entreprise tentaculaire englobant tous les secteurs d'activité et la majorité du territoire du Xinjiang. Cette politique n'est pas sans enjeu. Pour les communistes chinois, la colonisation du Xinjiang se construit en premier lieu sur la politique des nationalités, Minzhu-Zens, chinoise, largement inspirée de celle de Staline et plus particulièrement du concept de Minzhu qui signifie nationalité ou ethnie. Il s'agit alors de réintégrer cette région fuyante et de l'ancrer de façon définitive dans le territoire chinois. Cette politique, mise en place au début des années 1960 par le PCC pour adhérer à sa philosophie d'unité des nationalités, permet à l'État d'imposer son autoritarisme afin d'assimiler tous les peuples en un seul grand peuple chinois, sans tenir compte de la diversité des 56 ethnies ou Minzhu qui peuplent son territoire. Nicolas Becklin, Xinjiang in the Ningxi, The China Journal Canberra numéro 44, juillet 2000. Cette philosophie se base sur la supériorité de l'ethnie Han, majoritaire en Chine. Elle représente 92% de la population,
les 56 autres ethnies ne représentant que 8,52%. Les Han contemporains sont les héritiers de l'une des premières dynasties chinoises qui a régné sur la Chine. Ils se considèrent ainsi comme la nation phare, support de toute modernité et de tout progrès, en comparaison avec les autres minorités perçues comme arriérées et dotées d'un folklore joyeux. Le Xinjiang considéré comme une zone sous-développée, les Han peuvent justifier leur attitude paternaliste et supérieure comme leur présence dans la région. Un projet de sinisation de la région qui passe par l'immigration massive de colons Han est ainsi mis en place. C'est ce que les autorités chinoises définissent par rajouter du sable, c'est-à-dire épaissir le ciment Han afin de mieux contrôler les frontières et surtout les ressources fondamentales que possède la région. Il s'agit de la politique du Han roi, ce qui signifie approximativement les faire devenir chinois. Si la présence chinoise a marqué le Xinjiang et bouleversé la situation, c'est parce que le gouvernement chinois s'est appuyé sur plusieurs principes du communisme de Mao. Assimiler Tongua, des populations ethniquement proches des Han en supprimant toute pratique sociale, culturelle ou religieuse spécifique, coloniser les régions nord-ouest en ajoutant du sable et développer l'exploitation des ressources et leur drainage par des axes de communication vers l'est. Le but étant de consolider l'emprise chinoise sur le territoire par une politique massive d'immigration Han. Les futurs colons étaient pour la plupart enrôlés de force et c'est seulement à partir de 1957 que de nombreux Han décident de leur plein gré de rejoindre le CPCX pour aider à la construction socialiste. À cette campagne de transformation démographique de la région s'ajoute la politique de restriction des naissances dont le résultat fut, sur le long terme, catastrophique. De 1949 à 1990, la part de Han dans la population du Xinjiang est passée de 6,7% à 37,5% 56. Le graphique ci-dessous rend compte de la manière la plus précise possible. Les chiffres des différentes sources variant légèrement, de l'évolution démographique des principales nationalités présentes au Xinjiang dans la deuxième moitié du XXe siècle. Le CPCX est aussi une organisation de gestion des camps de travail forcés, appelés officiellement camps de rééducation, ou laogais. Les prisonniers, majoritairement Han de l'intérieur, délocalisés dans la région, une fois leur peine purgée, se voyaient contraints de rester vivre au Xinjiang. Chaque ramification du pouvoir tentaculaire du CPCX est donc utile à la politique de sinisation mise en place. Source: ce tableau reproduit les différentes données chiffrées provenant des documents suivants. Thierry Kellner, Chine, le Xinjiang et les Ouïghours, note 4 de l'article www.diploweb.com. 21 novembre 2004. Fenjin de Sichi, 1949 à 1989. Xinjiang Fensi Urumqi, 1989. 2002 Xinjiang Tongyi Nianjiang, annuaire statistique du Xinjiang, Pékin Zhongguo Tongyi Shubanche, 2002 in les études du série, numéro 110 octobre 2004. Nicolas Becklin, Engineering and Migration to Xinjiang, Chinese Hold on Xinjiang, Strengths and Limits, la Chine et son Occident, les cahiers d'Asie numéro 1 sous la direction de François Godement Centre-Asie IFRI, 2002 Paris. Pierre Jantel, Chine, Peuple et Civilisation, La Découverte Poche édition 2004. NB. Il faut analyser ces chiffres avec précaution, car ils ne prennent pas en compte les migrants Han saisonniers qui représentent une masse importante de colons. La politique d'épaississement du ciment prônée par le gouvernement central passe donc par une sinisation forcée des minorités ethniques, ce qui débouche inévitablement sur une discrimination. Très peu d'autochtones travaillent dans les fermes d'État du CPCX. L'unité des peuples, Minzu d'Atoigné, mentionnée dans la constitution chinoise à l'article 1er, laisse place à une forte discrimination des Ouïghours par l'ethnie Han. Les Han ont ainsi pour mission de relever le niveau culturel des Ouïghours, d'encourager le développement de leur économie en leur faveur et de les guider vers le socialisme. C'est l'ensemble des missions que développe le corps de production et de construction mis en place dans la région. Le rôle du CPCX est, non seulement de mettre en culture les terres du Xinjiang en faisant appel à la main-d'œuvre Han venue de l'est de la Chine, réalisant dans le même temps la colonisation de la région, mais aussi de sécuriser les frontières occidentales de la Chine contre une éventuelle invasion soviétique et contre les velléités indépendantistes des Ouïghours. Ce sont les deux principales articulations de la politique de répression exercée par Pékin dans la RA,
OX. Selon le gouvernement chinois, l'intégration des Ouïghours ne peut se faire que par l'immigration de Han dans la région, et par une assimilation progressive qui a pour conséquence la minorisation des Ouïghours. En réponse à cette politique, des affrontements eurent lieu entre les forces chinoises et la population ouïghour, en colère contre l'oppression invivable dans la ville de Khotan. En 1955, le Xinjiang acquiert le statut de région autonome ouïghour du Xinjiang, RAOX. Cette autonomie définie est garantie par le PCC dans les articles 51 et 52 de la Conférence consultative politique du peuple chinois de 1949. L'autonomie est accordée à 5 régions dont le Xinjiang, totalement ou majoritairement peuplé des minorités nationales qui composent la nation, et qui bénéficieront dès lors d'une certaine liberté de culte et de pratique de leurs coutumes. Cette autonomie accordée consiste concrètement en l'organisation d'une milice locale, le développement d'une culture locale, de l'utilisation de la langue locale comme langue officielle ainsi que le contrôle des finances locales. L'amendement à la Constitution de 1959 supprime le droit pour les minorités de gouverner leur région. En 1961, une loi donne aux ressortissants d'une nationalité étrangère le droit de quitter le Turkestan oriental. Près d'1 millier de Ouïghours utilisa cette possibilité pour émigrer vers l'Afghanistan et en Turquie, en s'inventant des origines étrangères. Au lendemain de la révolution culturelle, la nouvelle constitution de 1978 pose 5 principes de base concernant la politique des nationalités. Elle rappelle que la Chine est un État un et indivisible, que l'autonomie est la forme de gouvernement adoptée pour les régions des minorités ethniques, que les différentes ethnies du pays sont égales. Elle défend aussi la liberté de religion et autorise les minorités à pratiquer leur propre langue. La constitution suivante de 1982 reprend ces principes directeurs en ajoutant un principe fondamental. Tout acte menaçant l'unité des nations ou qui favorise leur émancipation du territoire chinois est interdit et le PCC ainsi que l'APL détiennent le pouvoir en Chine. Finalement, la région autonome ouïghour du Xinjiang n'a d'autonome que le titre et l'autonomie de principe accordée consiste en réalité en une véritable dépendance du Xinjiang envers le pouvoir central. Le CPCX, à l'inverse, dispose d'une très large autonomie en RAOX. Le CPCX est donc chargé de cette politique de colonisation, proposant aux Hans pauvres de l'Est de venir participer à l'exploitation et au développement économique et culturel du Xinjiang. Cette politique a fortement déplu aux Ouïghours et leurs revendications indépendantistes se sont considérablement accrues, d'abord à cause de l'invasion chinoise suite à la déchéance de leur république, puis à cause de la forte immigration de Han et de la politique de répression intensive mise en place. Le Parti communiste chinois n'a eu de cesse de renforcer le statut du CPCX pour que celui-ci contrôle plus facilement la région au niveau civil et militaire. Et cette logique politique, stratégique et géopolitique de la colonisation planifiée par Pékin permet aux Hans de contrôler l'ensemble du nord de la région. L'un des bastions Han est la ville de Chiezi située en plein cœur du nord du Xinjiang. La Chine a également joué sa carte islamique stratégique depuis le début des années 1950. Elle consistait à élaborer des politiques positives envers les minorités musulmanes, afin de gagner les faveurs des pays musulmans du Moyen-Orient. Pourquoi ? Bien plus pour développer de bonnes relations diplomatiques et économiques entre cette région et la Chine, que pour permettre à l'idéologie islamique d'être maintenue. Le régime chinois utilise ainsi l'islam pour légitimer leur gouvernement face au régime arabe. À la conférence de New Delhi des pays asiatiques, en avril 1955, le leader politique ouïghour et vice-président du Comité des peuples de Chine au Congrès, Seyfuddin, était présent afin de faire connaître la nouvelle politique chinoise envers le Moyen-Orient. Il fut en revanche relativement bref à évoquer la critique marxiste de l'islam. En février 1956, Burchan Shahidi, un Ouïghour du Xinjiang et président de la Société islamique de Chine, suivit une délégation de pèlerins pour promouvoir la pratique combinée du pèlerinage à la Mecque et de la nouvelle politique chinoise. Depuis les campagnes de réforme du système religieux en 1957 à 1958, jusqu'à 1978 selon les musulmans chinois, la Chine adopte une position antagoniste envers les musulmans,
considérés comme féodaux à cause de leurs croyances religieuses et de leur nationalisme local. Les musulmans ont profité de l'accroissement des échanges avec le Moyen-Orient, ainsi que de la politique gouvernementale favorable. Au début des années 1950, le parti a favorisé la création d'associations et d'organisations religieuses affiliées, comme l'Association des musulmans de Chine, sorte d'interlocuteur, vecteur de la solidarité du réseau national qui participe à la construction de mosquées soutenues par les finances nationales. Des élites musulmanes à l'instar de Siof al-Din qui occupa les fonctions de président du gouvernement populaire local. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.